Il était une fois l'histoire d'un professionnel de la finance, riche d'une expérience en contrôle de gestion de 20 ans, industrie du divertissement, de la manufacture, de l'innovation ou plus récemment du matériel médical. Son parcours est pour le moins varié. Habitué des grands groupes, il évolue désormais au sein de Wincare, entreprise spécialisée dans le matériel médical et caractérisée par une structure multi-entités, multi-devises et surtout multiculturelle. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Marianne et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et même morale de leur histoire, si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bienvenue sur Once Upon a Business, Olivier Pouillot. Bonjour. Bonjour Marianne. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu viens de m'entendre te présenter sur la base des informations que j'ai trouvées sur toi sur les internets et au cours de nos échanges avant cet enregistrement. Comment est-ce que tu te présenterais ? Écoute, t'as repris en effet les principales industries, entreprises où j'ai pu passer au cours de ces dernières années. Donc, en effet, j'ai commencé le contrôle de gestion il y a presque 20 ans maintenant. J'ai commencé donc au tout début chez Walt Disney à Londres, où là je travaillais dans un service partagé européen. Donc là, c'était plus de l'analyse de contrats, de royalties. Puis par la suite, en fait, j'ai rejoint donc Walt Disney en France, près de Marne-la-Vallée. Et donc là, j'ai véritablement commencé donc le contrôle de gestion, donc au sein du département des produits sous licence. J'y suis resté quelques années, c'était une période très, très enrichissante, très très bien. Et puis j'ai bougé dans une autre industrie, celle de la production d'aluminium, donc dans le groupe Constellium, où là j'étais contrôleur financier d'une business unit. J'ai continué dans un autre groupe, cette fois la distribution de produits chimiques et de minéraux, toujours au sein d'une business unit de Chimie Europe. Et enfin, donc, ça fait 3 ans que je suis chez le groupe Wincare, donc, qui est un fabricant de dispositifs médicaux. Alors, on vient de t'entendre le récapituler avec beaucoup d'exactitude, beaucoup d'expérience et aussi une longue expérience. Au bout de 20 ans de pratique de ton métier, qu'est-ce qui te donne encore envie de l'exercer ? Qu'est-ce que tu y apprécies particulièrement ? Oui, il y a beaucoup de diversité. Dans cette fonction. On utilise le terme de contrôle de gestion, mais en effet, après, les responsabilités, les tâches sont très différentes selon la taille de l'entreprise et puis de l'industrie dans laquelle on travaille. C'est un métier qui est très polyvalent, qui évolue beaucoup et qui s'adapte à un environnement qui forcément n'arrête pas de changer. Et puis il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose qui vient changer notre quotidien, qui pourtant est quand même bien, par nature, est quand même bien structuré avec donc tous les formats de reporting qu'il nous faut mener. Alors, pour le préciser, tu es donc contrôleur de gestion au niveau de ton groupe. Est-ce que depuis que tu exerces ce métier, encore une fois, tu as noté des changements vis-à-vis des attendus de ton métier ? Alors oui, c'est vrai que au début, notre responsabilité de base qui sont produire un reporting, consolider des chiffres, les mettre en forme, les présenter. Bon, ça c'était, disons au début, l'attente principale et quasiment unique de ce qu'on attendait de nous. Et puis de plus en plus, on nous demande d'apporter un éclairage, de pouvoir comprendre, faire parler ces chiffres. De pouvoir alerter, de pouvoir servir on appelle ça l'aide à la décision, et donc de pouvoir en effet apporter une plus-value. Alors, si je te comprends bien, toi tu notes un glissement entre la seule responsabilité de reporting qui maintenant est plutôt de l'aide à la décision, voire même des hypothèses poussées auprès du management. Est-ce que, en plus de ces missions, tu vois d'autres spécificités de ton métier ? Enfin, concrètement, comment tu définirais ton métier au sein de Wincare ? En fait, au sein du Wincare et peut-être aussi un peu dans d'autres grands groupes, on est quand même amené à travailler avec beaucoup d'interlocuteurs différents, à travailler avec des métiers différents.
Donc on a une variété d'interlocuteurs. On est un peu, voilà, on coordonne, on travaille avec un peu tout le monde. En fait, on développe une aptitude à organiser des choses, à coordonner des gens et des projets. Et on a une sorte de place centrale dans le fonctionnement de l'entreprise. Et oui, c'est des fonctions qui sont en fait assez transverses. Et voilà, on a une sorte de rôle d'organisateur, voire même de gestion de projet parfois. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples concrets de moments où tu t'es senti central, justement, dans un processus de décision ou bien un autre phénomène ? Alors, il peut y avoir, quand on développe, on développe un nouveau produit. Donc on sera amené donc à travailler bien sûr avec les équipes de R&D, des équipes commerciales. On peut nous demander de mettre en forme des éléments et de pouvoir un peu suivre le projet, aider les équipes à suivre le projet pour qu'il soit mené à bout. Après, au quotidien, ça peut être la négociation d'un nouveau contrat commercial, donc l'historique des ventes, et puis faire des simulations en fonction d'hypothèses, de diverses hypothèses, et puis voilà, on fait ces diverses hypothèses, on les soumet, et ça peut aussi avoir lieu sur des dépenses, sur des investissements, diverses choses. Là, on se rend bien compte que la réalité de ton métier, et même celui de la fonction finance dans sa globalité, est beaucoup plus large que l'espèce de cliché qu'on peut avoir à ce sujet. Toi, avec le recul que tu as sur la profession, quel est le plus gros cliché que tu déplores à ce propos ? Les Anglais peuvent... en anglais, on peut nous appeler des compteurs d'haricots. Okay. On peut nous restreindre à juste... on est des gens qui mettons des chiffres dans des tableaux Excel. Donc voilà, ça c'est l'un des gros clichés qu'on a à combattre. Pour expliquer qu'on peut faire quelque chose de plus et on se doit d'apporter quelque chose de plus par rapport à ça. Là, tu précisais que la fonction finance et contrôle de gestion avait été amenée à assumer aussi un plus grand rôle de management. Quelle est la structure de l'équipe financière dans laquelle tu évolues actuellement ? Alors aujourd'hui, nous sommes au siège, nous sommes 3, une directrice financière, une responsable de la comptabilité, et au sein des filiales, on a 17 personnes. Donc répartis entre 10 filiales, et ça va de postes de comptable, contrôleur financier, contrôle de gestion. Ok. Et pour resituer, au niveau du groupe dans sa totalité, combien de personnes travaillent ? Alors le groupe Wincare, c'est 600 personnes, donc basé sur différents pays européens. Il y a 10 filiales en tout. Il y en a 3 qui sont situées en France. Il y en a une au Danemark, une en Espagne, 2 en Tunisie, une en Pologne, une en Angleterre. Et nous sommes fabricants de dispositifs médicaux. Donc dans quasiment chacune de ces entités, c'est aussi avant tout un site de production. Extrêmement clair. Là, j'ai entendu quand même que tu mentionnais différents pays, avec potentiellement différentes devises. Dans quelle mesure ça impacte la manière dont est réalisé le suivi financier de Wincare ? Alors oui, on a du zloty polonais, on a du dinar, on a de la livre anglaise. Maintenant, c'est un groupe quand même qui est historiquement, qui a été créé en France et qui a ses grosses unités en France. Donc il y a quand même 80% de nos transactions qui sont faites en euros. Donc on n'a pas une exposition significante pour prendre des outils de protection, de couverture spécifiques. Maintenant, après, dans notre manière de fonctionner, donc on établit, on décide, on fait des hypothèses de taux budget qui vont permettre de convertir donc les résultats locaux en euros, qui est notre monnaie de reporting. Et on gardera ces hypothèses tout au long de l'année pour pouvoir donc mesurer la performance locale donc par rapport aux hypothèses du budget. Et puis donc en fin d'année, on se mettra à tout réévaluer à un taux moyen de la monnaie locale vis-à-vis de l'euro, le taux moyen de l'année. Et pour avoir une meilleure vue d'ensemble, quels sont les types de KPI, d'indicateurs clés de performance que vous suivez au niveau du groupe ? Alors nous sommes en LBO,
Donc on a un actionnaire donc majoritaire auquel on reporte donc chaque mois nos résultats. Donc deux indicateurs principaux sont l'EBITDA et puis la génération de cash. À côté de ça, on est un fabricant, donc on suit de près les coûts de revient, la profitabilité des produits, bien sûr les niveaux de vente. On suit les besoins en fonds de roulement. Et donc ça de manière mensuelle. Donc chaque mois, on reporte un compte de résultat, un bilan et puis la génération de cash. Le fait d'être sous LBO, comme tu viens de le mentionner, est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? Alors, moi j'ai rejoint le groupe, il était déjà en LBO, donc j'avais connu ça aussi dans une expérience précédente. Donc c'est vrai que, en effet, la pression est plus forte parce que chaque mois est une échéance auquel on doit produire tous les documents nécessaires avec de temps en temps, comme dans l'année, des comités stratégiques avec l'ensemble des actionnaires. Donc oui, alors le respect des échéances, le respect des formats demandés, oui, c'est assez lourd et ça prend une certaine place chaque mois. Alors j'entends bien qu'il y a beaucoup d'échéances et beaucoup de pression sur tes épaules, mais aussi celle des membres de l'équipe finance. Comment est-ce que tu fais concrètement pour jongler avec toutes ces deadlines ? On s'organise. Donc il y a un calendrier de reporting qui est connu de tout le monde et à chaque fois, chacun respecte les échéances. Donc on anticipe, on organise, on fait en sorte on produit des rétro-plannings pour que chacun sache à quel moment rendre quoi et comment. Donc on fournit bien sûr le calendrier et puis en fait tous les supports, tous les formats qu'il faudra restituer pour être sûr, certain de récupérer l'information qui nous intéresse. Est-ce que la période que l'on vient de traverser, donc avec les restrictions sanitaires liées au Covid que l'on connaît, a impacté l'activité de Wincare et si oui, comment ? Oui, alors on a été impacté alors dans notre activité. Donc on a été amené donc à fournir beaucoup plus on a eu des demandes pour des lits et pour des matelas assez importantes, car en effet il y a eu beaucoup de patients qui sont passés par l'hôpital et puis après ont eu besoin donc recevoir des soins de suivi donc à domicile. Donc nos clients qui sont des distributeurs donc ont eu besoin de mettre en location sur le marché donc beaucoup plus de produits. Et c'était donc peut-être au pic de la crise il y a bientôt 2 ans, et depuis on est dans l'environnement que toutes les entreprises connaissent aujourd'hui, avec une explosion des coûts de matières premières, des problèmes de disponibilité de matériaux, de composants électroniques et électriques. Et là, en fait, on est comme tout le monde, on essaye de jongler avec les produits pour lesquels on arrive à se fournir, les acheter, on essaye au moins cher possible, mais bon, tout augmente, quoi. Tous les matériaux augmentent en ce moment, donc on fait très attention sur ces coûts-là, sur la disponibilité. On replanifie les calendriers de production pour être sûr, bien sûr, d'adapter notre production, donc non seulement à la disponibilité des produits, des composants, mais surtout aussi de favoriser, pour le coup, les produits qui sont les plus profitables. Est-ce que ça n'aurait pas été l'opportunité d'ouvrir une nouvelle verticale éventuellement autour du service, de l'entretien du matériel que vous proposez à la vente ? Alors oui, on a une partie, on a fait service qu'on développe et que l'on pratique quand même depuis certaines années, donc autour de nos produits. Donc nous sommes fabricants, nous vendons à des distributeurs qui vont mettre à disposition des patients à domicile donc c'est les différents produits. Alors une chose est sûre, c'est que nous ne sommes que quelques centaines de personnes en France, donc on passe par ces distributeurs-là. Maintenant, nous, les services que nous apportons
Ça va être donc autour de nos matelas, donc on va proposer en effet du suivi de matériel, de la désinfection dans certains cas, bien sûr du SAV, de la réparation. Et puis aussi, on fait de la formation. On va former en effet nos différents intervenants, distributeurs sur les bonnes pratiques, les législations, sur tout ce qui va concerner donc, les aspects réglementaires autour de nos produits. Donc ça, en effet, c'est vraiment le service qu'on apporte. Et ça permet surtout de prévenir énormément les chutes au sein des EHPAD de nuit. Il y a très peu d'aides-soignants à ce moment-là, et ça les aide énormément. Et on sait que voilà, quelqu'un qui tombe, si on ne lui apporte pas une aide de soins au bout d'un certain moment, ça risque de s'empirer et du coup de finir aussi du coup à l'hôpital. Super intéressant. Donc, si j'essaie de condenser ce que tu viens d'expliquer, donc à la fois l'augmentation des tarifs des matières premières joue sur la manière dont Wincare s'approvisionne, joue sur le type de produits qui vont être poussés auprès des patients ou des personnes qui vous achètent le matériel. Et en dernier lieu, vous avez aussi ouvert des verticales plutôt dédiées à la formation et à l'entretien des produits que vous vendez. Maintenant, la dernière question que j'ai à poser et qui intéressera beaucoup de financiers, c'est quel est l'impact sur le pricing, concrètement, sur le prix auquel vous vendez vos dispositifs ? Eh ben, on a augmenté le prix. On n'a pas le choix. Et donc là, j'imagine que la fonction finance et le contrôle financier a toute sa place pour donner à voir les différentes hypothèses dans ce type de conversation. Oui, alors en effet, c'est en effet de proposer quelle hausse proposer par produit. Hein. En conséquence de cette nouvelle manière de s'approvisionner et du coût des matières premières, est-ce que tu as identifié des opportunités sur la gestion des coûts fixes par rapport aux coûts variables ? Alors, donc actuellement, ce qu'on cherche à améliorer, donc ça concerne surtout l'amélioration de l'outil de production. Donc nous sommes donc chacune de nos filiales produit un certain type de produit qui est vendu par les autres entités. Donc on a la logistique interne, on a aussi des capacités de production, des moyens de production, des outils de production différents d'une entité à une autre. Donc on essaye de voir comment on peut répartir la production de certains produits pour pouvoir bénéficier soit d'un espace supplémentaire chez un autre, ou soit d'une proximité vis-à-vis d'un marché qui est plus intéressante que de faire produire ce matelas ou ce produit à l'autre bout de l'Europe et de le faire l'acheminer sur tout le continent. Donc on a deux axes, c'est l'outil de production, l'amélioration pour gagner en capacité, et après pour ce qui est de la logistique, on est en train de voir pour faire de la mise en place de plateformes, de hubs qui nous permettraient en effet de faire certaines économies. Alors plutôt, tu mentionnais les différents pays sur lesquels vous êtes présents, également les différentes monnaies. Alors tout ça induit aussi des différences culturelles potentiellement. J'aimerais savoir comment tu parviens à coacher les équipes que tu animes et à faire en sorte que le reporting que tu demandes arrive en temps et en heure, au format voulu, enfin le rêve quoi. Alors c'est vrai que c'est un aspect très, très important. Donc oui, il y a la barrière de la langue. Hein. On n'a pas tous le même niveau d'anglais, c'est une chose, mais aussi en fait on a aussi chacun un peu un historique et puis des habitudes. Donc notre groupe c'est constitué par acquisition. Donc on acquiert une nouvelle société qui elle existe depuis un certain temps, qui avait ses propres méthodes et nous on arrive avec certaines méthodes. Donc il y a en effet un travail d'explication, de présentation, mais il faut aussi pas sous-estimer que des fois on croit peut-être parler le même langage, même si on parle un langage financier. Mais on peut être amené en fait à mettre des choses différentes derrière tel ou tel terme ou tel concept. Donc il y a un travail très important qui est d'expliquer ce qu'on entend par ce qu'on attend et comment nous on le définit. Et donc ça va passer par la mise en place de règles écrites, de procédures écrites, de guides à destination des différents interlocuteurs
financiers. Ça va passer par aussi un travail en fait d'harmonisation le plus possible, donc des résultats, de telle manière que quelle que soit l'entité dont les informations viennent, parce qu'elles peuvent être amenées à travailler sous différents ERP, donc voilà, elles ont différents formats, différents types de mapping. Donc on met en place donc un analytique qui est commun à tout le groupe, de telle manière que voilà, quand on parle de telle dépense, elle correspond, c'est pas une dépense, celle-ci va être, on va en considérer que c'est une dépense, je sais pas, marketing ou de production ou commerciale, et que ce soit la même chose dans toutes les entités, de telle manière que quand on consolide tout au niveau, pour le reporting au niveau du groupe, voilà, on ait quelque chose d'harmonieux sur l'ensemble de notre reporting. Donc on utilise un outil de reporting qui nous aide beaucoup. Ok. Alors, on l'a bien compris, une carrière de 20 ans, certes, mais a fortiori une carrière de 20 ans avec beaucoup d'années en grand groupe. Moi, ce qui m'intéresserait pour notre auditorat, c'est que tu nous délivres quelques conseils pour ceux et celles qui aimeraient y évoluer dans la fonction finance. Alors, je donnerais en effet deux conseils. Donc, forcément, on parle de grands groupes où voilà, il faut parler anglais. Donc, oui, en effet, il faut avoir voilà, une bonne pratique de l'anglais pour pouvoir, en effet, évoluer à ce niveau-là. Puis, je pense qu'il est bien de pouvoir quand même avoir des expériences professionnelles voilà, diversifiées et un peu diverses. C'est important de pouvoir apprendre dans différentes entreprises. Chaque entreprise un peu a sa manière quand même à ses propres attentes et enjeux vis-à-vis du service finance. Et donc ça permet quand même de s'enrichir de diverses expériences et de pouvoir petit à petit, en effet, peut-être mieux rebondir, arriver quand même avec un bagage qui aide à peut-être à mieux appréhender et aussi à apporter quelque chose peut-être de nouveau dans un prochain poste. En effet, il y a certaines entreprises qui vont favoriser, qui parleront uniquement de cash, d'autres qui parleront uniquement de profitabilité, ou bien d'autres qui parleront des deux, ou selon les besoins peut-être du moment, en fonction du contexte commercial. Mais il y a tout le temps quand même une patine particulière. Et voilà, c'est bien de pouvoir un peu cumuler différentes approches, et ça permet de pouvoir être un peu plus flexible et d'être un peu plus aussi compétent dans les nouveaux postes, dans les tâches qu'on sera amené à faire. Nous arrivons déjà aux 3 questions traditionnelles de fin. Merci pour tout ce que tu as déjà partagé avec nous. Alors, allons-y pour la première. Qui considères-tu comme ton mentor ? Alors, une personne dont j'ai apprécié vraiment travailler avec, c'est mon directeur financier à Walt Disney, Monsieur Fabre, pour le nommer. Alors, j'étais tout jeune dans cette fonction, et puis il y avait ce directeur financier qui était très très business partner, et en fait qui a vraiment montré ce que devrait être, je vois, un financier dans l'entreprise. Ce n'est pas bien sûr quelqu'un qui se protège derrière un compte de résultats et un bilan, mais toujours en contact avec le business et dans un souci d'apporter des solutions, d'être un support, et bien sûr tout en préservant aussi dans le respect de certaines des règles, et de s'assurer que tout le monde suit ces différentes règles. Mais quelqu'un qui était très porté sur le business support, et ça m'a marqué. Alors, deuxième question. As-tu une potion magique ou une botte secrète ? La botte secrète, je vais revenir sur en effet le mentor dont je parlais au préalable. Oui, lui, il avait un super pouvoir, il avait une botte secrète, celle de pouvoir en effet compresser le
compresser différentes attentes pour les faire tous tenir dans le temps pour arriver à délivrer à quelque chose à un moment donné. Et ça voulait dire rassembler des besoins de différentes personnes, rassembler différentes choses, mais tout ça, c'était, voilà, on maîtrise le temps pour arriver à ce moment-là à délivrer quelque chose. Et voilà. Top. Merci beaucoup. Dernière question. Suspense. Quelle est la morale de ton histoire ? Morale de mon histoire, c'est j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup cette fonction qui, encore une fois, je trouve elle est très, très polyvalente. Elle appelle à la curiosité, elle appelle à l'appétence pour le business. Et on s'enrichit. On s'enrichit parce que voilà, on est au cœur des entreprises, des business, et on apprend toujours, on s'adapte toujours, on cherche toujours quelque chose de nouveau à faire mieux. Et voilà. Merci d'avoir partagé tous ces retours d'expérience. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. Et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits. Once Upon a Business